Eh bien, alors comme d'hab, alors voilà, c'est nouveau cette petite configuration là, c'est Skype qui a fait un rafraîchissement de façade. Donc, euh, donc, comme d'habitude, nous avons alors il faudrait faire un jingle hein, pour Eustache. Faudrait penser, oui. Ouais, ça passerait ma cloche la prochaine fois, ma boîte chante. Ok, voilà, on te laisse la parole, Eustache. Alors, du coup, la dernière fois, on a parlé beaucoup de Nirvana et d'autres choses d'ailleurs. Alors, en résumé, j'ai mis donc Nirvana est une. Après, j'espère qu'il n'y a pas de faute. Hein. Bah, tu corrigeras, bien entendu. Hein, je sais pas. Le Nirvana est une vérité ultime et donc le samsara et sa vérité ultime ne sont pas la même chose. Parce qu'on avait parlé de différentes écoles. Donc, un exemple, c'est la table et sa vacuité sont indissociables car c'est une même entité. Alors, moi, j'ai dit c'est les deux faces d'une même pièce. Le samsara et sa vacuité donc, sont une même entité. L'un existe avec l'autre, mais un n'est pas égal à l'autre. Donc, le nirvana naturel. Le samsara et le nirvana sont contradictoires et incompatibles. Le nirvana naturel dans notre esprit nous permet d'atteindre le nirvana, la cessation et l'éveil. Le nirvana est la cessation totale et définitive des voiles afflictifs. Donc, tu avais parlé de l'ail dans la boîte et de l'odeur de l'ail dans la boîte. Donc, après, en réfléchissant, je me suis dit, alors, l'odeur, c'est les empreintes des voiles dans l'esprit et l'ail serait le voile afflictif. Donc, ces empreintes seraient éliminées au moment de l'éveil. Donc, la rate du véhicule fondamental enlève le voile afflictif et les graines et atteint le nirvana individuel, la libération individuelle, mais pas l'éveil, qui est le praktimoksha-yana. La rate vivant, donc encore ses agrégats, son corps contaminé, donc c'est un nirvana avec résidu. Et quand il décède, donc il atteint le nirvana non résiduel. Après, on a parlé des bodhisattvas. Alors, je crois que c'est les 10 terres. Et tu as dit, quand il atteint la 8e terre, c'est l'équivalent d'un arhat qui élimine le voile affectif. Après, suite à une question de Laurence, donc on a dit notre objet de négation est la causalité intrinsèque et pas la causalité nominale ou simplement conceptuelle. Donc quand on parle toujours de vacuité et d'existence inhérente. Donc en fait, c'est toujours certifier l'objet de négation, donc ce qu'on doit retirer. Donc, ce qui est établi par l'ignorance est la causalité intrinsèque inhérente absolue et en général, ce qui est certifié par une condition valide est la simple causalité. Et après, on a parlé de la sensation qui est un facteur mental associé à une conscience, comme le colorant dans l'eau qui est complètement indissociable. Donc, une sensation naît en fonction de différentes causes et conditions. Après, l'objet est la condition objectale, la condition immédiatement antérieure, par exemple la table qu'on cogne, et on aura après la condition dominante qui sera soit mentale, soit physique. Donc, et en fonction de l'organe, de la faculté sensorielle physique, on aura donc une sensation physique. Si la condition dominante n'est pas opérante, alors on n'aura pas de sensation physique. Et la sensation est donc, je ne sais plus qui disait ça, je crois que c'était en fait, c'était la sensation comme un tabouret à 3 pieds. S'il en manque, cela ne marche pas. Et moi, j'ai dit, enfin, après, je me suis dit dans ma tête que, en général, ce qui est compliqué avec tout ce qu'on dit là, c'est qu'on établit toujours des choses ou des vérités par la négation. Et c'est vrai que c'est assez compliqué parce qu'on ne fonctionne pas toujours comme ça dans notre monde occidental. Bon, ça, c'est à part visiblement, mais moi, c'est ce que je trouve très compliqué finalement parce que on rejette des choses euh, pour les rendre en fait euh, pas pour montrer qu'ils sont existants, mais bon, enfin, voilà, tu comprends ce que je veux dire. C'est qu'en fait, pour établir quelque chose, on doit le rejeter. Et c'est vrai que c'est compliqué finalement. C'est une gymnastique d'esprit. C'est pour ça que je pense que mes télomères, ils s'allongent tous les dimanches soirs, en fait. Je vais vivre plus longtemps, je pense. Ah. C'est bien, tu rajeunis. Au niveau mental, tout du moins. Alors, en effet, c'est vraiment super, c'est vraiment très très bien. Mm. Voilà, quand on dit la vérité ultime du samsara, c'est le nirvana, donc on dira à ce moment-là le nirvana naturel, ouais, qui est équivalent à la vacuité. Et puis,
La condition objectale, ce sera pas, pardon, la condition antécédente, ce sera pas le fait de se cogner dans la table, mais ce sera un moment de conscience immédiatement antérieur. Ah oui, pour le continuum mental. Voilà, exactement, tout Ah à oui, fait. c'est ça, oui, c'est ça, oui. Oui, 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 d'accord, ok. Eh ben, c'est super, bravo, bravo, c'est magnifique. Alors, cette question de la négation, on pourrait dire que d'une manière naturelle, par exemple, si on va, je sais pas moi, si on va au resto et qu'on nous dit dans le menu c'est fromage ou dessert. Si tu choisis le dessert, c'est nécessairement que tu te prives de fromage. Et si tu prends le fromage, tu te prives du dessert. Donc, les négations sont toujours là. En fait, elles ne sont pas toujours très évidentes, très manifestes, explicites, mais elles sont là nécessairement, non? Ouais. Oui, mais c'est une gymnastique d'esprit qu'en fait qu'on n'a pas et je pense qu'avec le temps, enfin moi je vois que moi j'ai eu beaucoup de mal, j'ai d'ailleurs toujours beaucoup de mal. C'est pour ça que souvent après nos discussions, je dis que je comprends. La dernière fois, c'était Laurence qui avait posé une question et c'est vrai que j'ai rien compris. Pas parce que la question n'était pas bien posée, c'était que je ne comprenais pas la question. Et du coup, je me suis dit, c'est pas possible en fait. Et j'ai toujours l'impression, en fait, je sais pas si c'est moi, mais j'ai toujours l'impression que je suis sur le fil du rasoir. C'est-à-dire, je comprends, mais il suffit de quelque chose pour que c'est fini, ce soit fini en fait. Et c'est pour ça que c'est compliqué, il faut s'accrocher finalement. C'est vrai Parce que que sinon, on a toujours l'impression qu'on va, je sais pas, c'est pas qu'on va pas y arriver, mais enfin voilà quoi, c'est quand même très compliqué. C'est une gymnastique d'esprit. Bon, moi, ça me plaît parce que ça me pousse toujours à réfléchir, mais c'est peut-être pas toujours évident. ouais, c'est pas évident du tout, hein. Voilà. C'est un texte difficile, Hmm. le thème lui-même est difficile, la vacuité, qui est la négation par excellence. Ah oui, oui. Hum, le texte lui-même est très difficile, sans commentaire, on n'y arrive pas. Nous, on a eu la chance ici d'avoir un basique-programme et que le vénérable Geshe Gansen nous donne un commentaire mot à mot du texte. Mais bon, on a tout oublié, on s'en rend compte quand on fait des révisions. Et donc, sans commentaire, c'est très difficile. Le texte lui-même en tibétain est très, très dense, non, en sanskrit aussi, parce que c'est l'original est en sanskrit. C'est très dense, c'est très Hmm. velu, comme dirait Bernard. C'est très velu. Donc, c'est costaud, en fait. Euh, et donc, c'est pas évident. C'est pas évident. Donc, il y a des choses importantes à reprendre à chaque fois par rapport au contenu du texte, à son principe fondamental. C'est que Shantideva, comme il le dit au tout début du 9e chapitre, il dit que toutes les branches de l'enseignement du Bouddha doivent mener ultimement vers cette sagesse de la vacuité. Ça, vous l'avez bien compris. C'est la sagesse de la vacuité, notre vacuité, la vacuité de nos agrégats, la vacuité des objets d'attachement, d'aversion, etc., qui doit être réalisée pour éliminer ce fameux voile afflictif, ouais, les afflictions et leurs graines, là qui est dans la boîte. Et même utiliser cette même sagesse de la vacuité et éliminer jusqu'aux empreintes, jusqu'à l'odeur de l'ail dans la boîte. Donc, dans ce cas-là, on obtiendra l'éveil. Euh, donc, ça, c'est vraiment fondamental. Cette notion de vacuité, c'est pour ce texte n'a pas été choisi au hasard. C'est vraiment parce que, en général, les Occidentaux ont quand même beaucoup de discernement, etc. C'est ce que dit l'un de mes enseignants, Vénérable Geshe Damdul. Il dit que quand il donne des retraites sur 10 jours, voire même moins des fois, hein, ça peut être 5, 6 jours, sur les deux bodhicittas, sur la bodhicitta conventionnelle et la réalisation de la vacuité, il dit que normalement, cette vacuité, elle est enseignée dans les monastères après 10-15 ans d'études. Et il dit bon, n'allez pas, si vous allez dire à des geishés dans les grandes universités monastiques que vous étudiez la vacuité avec Geshe Damdul, juste en 5 jours, 6 jours, 8 jours, etc., ils vous riront au nez. Mais il dit pourtant, c'est possible. C'est possible. Si on s'en donne les moyens, si on essaie d'analyser, de réfléchir, etc., c'est Hmm. toujours possible. Parce qu'en Occident, on a l'habitude d'analyser, de réfléchir, etc. Donc ça, c'est très important. Mais c'est vrai que c'est quand même un défi. C'est quand même un défi parce que ça va à l'encontre de nos propension à nous saisir nous-mêmes comme existants en soi, à saisir le reste comme existant en soi, nos agrégats,
les choses bien, les choses mauvaises, etc., on les saisit comme existant en soi. Donc c'est contre-intuitif, hein, cette sagesse de la vacuité. Mais c'est vrai que plus on l'analyse, plus on la remet en question, plus c'est corroboré en fait, hein. On voit avec la physique quantique, le peu qu'on peut comprendre de la physique quantique a tendance à confirmer ce que dit Arya Nagarjuna, par exemple, ou Shantideva. Et donc on peut analyser encore et encore, et vraiment se dessaisir par rapport à une certaine réalité, par rapport à une certaine fausseté qu'on projette sur les choses, etc. Mais c'est difficile parce que ça nous demande en effet, progressivement de comprendre ces différents points de vue qui sont mentionnés dans ce texte-là. Les pages précédentes, c'était les réalistes, donc les non-mahayanistes, en fait, qui sont encore plus réalistes, plus essentialistes que certaines écoles mahayanistes. Et donc, il y avait ce débat avec Shantideva. Donc, les réalistes disent, s'il n'y a pas d'existence inhérente, c'est comme s'il n'y avait pas d'existence du tout, donc on ne pourrait pas affirmer le bien, le mal, les renaissances, etc., parce que dans la vacuité, plus rien n'existe. Et en fait, c'est pas ce qu'il faut comprendre. Dans la vacuité, tout existe. Tout ce qui est conventionnel existe. La vacuité permet les existants. Ouais. Elle ne réfute pas l'existence. La vacuité ne réfute que l'existence inhérente, indépendante, absolue, etc. Donc ça, c'est vraiment capital à comprendre. Ouais. C'est vraiment capital. Et dans la suite du texte, on va parler de la vue du Chitamatra. Donc là, c'est pas évident du tout. Parce que cette vue est très complexe. Cette vue est très complexe. Donc c'est difficile. Hein. C'est vrai que quand on lit le texte Racine lui-même, sans les commentaires, c'est pas évident. C'est pas évident du tout. Ce qu'il faut essayer de voir, c'est que cette vue de l'esprit seul prend certains points de vue des écoles inférieures, prend leurs assertions, leurs thèses des particules atomiques. Les Vaibhashika, les Authentika, donc les écoles basiques, disent que les phénomènes matériels sont composés par des particules infinitésimales. Donc c'est leur boson de Higgs, en fait. Ils font comme les scientifiques, ils cherchent la brique de l'univers, la brique constitutive ou constituante de l'univers, matériel en tout cas. Et donc c'est leur boson de Higgs. Donc ils cherchent ce qu'est cette particule minimaliste. Et donc ils disent que ça ne doit plus pouvoir être coupé en deux. Parce que si c'est encore coupable en deux, si c'est sécable, si on peut encore le casser en deux, mentalement hein, ou physiquement, eh ben, c'est pas une vraie réalité pure et dure. L'exemple qui est pris par Geshe Damdu, justement, il dit que c'est comme si vous aviez, je sais pas moi, vous avez une décoration à l'extérieur, par exemple, je sais pas moi, une statue du Bouddha, par exemple, en granit, par exemple, ça tient la route, c'est du, c'est du mastoc, etc., etc. Et vous faites faire une copie de cette statue made in China ou un truc vendu sur un marché pas cher, etc., quelques roupies. Et vous le mettez dehors et en fait, c'est juste de la pierre reconstituée, etc. C'est pas vraiment du marbre, etc. Ça tient pas la route. Après 2-3 hivers, ça commence à se fendre, à s'effriter, etc., etc. Donc, c'est pas du pur et dur, c'est pas du solide, c'est du, comment dire, c'est de la copie de basse qualité, de mauvaise qualité. Et ben, pour les Vaibhashika et les Sautrantika, c'est ça en fait. La personne qui est un composite, les tables, etc., tout ce qui est composé d'autres éléments, etc., ça s'effrite. Ça tient pas la route, ça se délabre, ça s'effrite, etc. Donc, c'est pas du truc pur et dur. Donc, ils cherchent quelque chose qui soit pur et dur, et donc ils finissent par des particules indivisibles, des moments de conscience indivisibles, etc. C'est ça qu'ils doivent trouver pour se raccrocher à une certaine réalité pure et dure. Et donc, les Chittamatras arrivent, ceux de l'esprit seul arrivent et disent si vous prenez une particule qui a pour valeur 0 en termes de dimension, vous l'associez à 30 milliards de particules qui valent 0 en termes de dimension, comment est-ce que vous pourriez avoir un élément grossier? Ouais, si vous ajoutez 0 plus 0 plus 0 plus 0, ça donne toujours la tête à Toto. Ouais. Donc ça ne donnera jamais une table grossière, etc. C'est pas possible. Ouais. Et donc les Chittamatras disent, puisque on ne peut pas avoir un élément grossier, physique, matériel, etc.,
qui serait composé de ces particules infinitésimales dont la valeur dimensionnelle est zéro. Ils disent qu'il n'y a tout simplement pas de phénomène matériel à l'extérieur de l'esprit. C'est leur réponse. Ouais. Et donc, ils prennent souvent l'exemple du rêve. Pas que, hein, il y a d'autres exemples qui sont donnés, qui choisissent, mais ils prennent en particulier l'exemple du rêve. Ils vont dire que c'est comme si on rêvait les tables, les maisons, les arbres, etc. C'est comme si on les rêvait, en fait. Ils n'existent pas à l'extérieur de notre conscience quand on rêve d'un arbre. Ouais. L'arbre n'existe pas là, dehors, quand on rêve de cet arbre. Donc, il existe comme étant une même entité avec notre conscience. C'est ça qu'ils vont dire. Donc, ils prennent cette notion de l'aspect qui se manifeste dans la conscience. On a un aspect, la forme d'un objet prise par notre conscience. Ouais. Ils prennent cet exemple-là. Ils disent, voilà, puisqu'il n'y a pas de phénomène vraiment matériel qui soit là à l'extérieur, c'est tout simplement une manifestation qui apparaît à notre conscience. Ouais. Et donc, c'est pourquoi on les appelle les tenants de l'esprit seul. Ils disent qu'il y a, en dehors de l'esprit, il n'y a rien à l'extérieur, en fait, à part d'autres continuums, à part d'autres êtres. Parce qu'il faut bien qu'il y ait d'autres êtres pour qu'on souhaite obtenir l'éveil. S'il n'y avait personne d'autre, ça ne servira à rien de vouloir obtenir l'éveil pour les aider à échapper à la souffrance. Donc, il faut bien qu'il y ait d'autres êtres qui soient là à l'extérieur. Mais les formes visuelles, auditives, olfactives, gustatives, etc., tout ça, ça n'existe pas à l'extérieur de l'esprit pour eux. Donc c'est super intéressant leur point de vue parce que ça permet de se décrisper aussi par rapport à la réalité. Parce que quand je sais pas, quand on vit dans ce monde tumultueux avec tout ce qui peut nous arriver, etc., on peut éviter de rajouter une couche de sombre, de noir, de gris, de grisaille, etc., en se disant, bah, ce ne sont que des apparences qui se manifestent en mon esprit. Ouais. On essaie de se décrisper par rapport à ça. Et donc, on comprend finalement que si on voit telle personne qui nous a grillé la priorité ou je ne sais quoi, enfin n'importe quelle situation plus ou moins difficile, on comprend que c'est juste une apparence qui se manifeste à l'esprit. Et donc, que c'est nous qui projetons toute une fresque de notre monde sur la réalité, mais en dehors de projections que nous attribuons à tout le reste, il n'y a rien. Il n'y a rien d'autre. C'est comme un rêve. En dehors de ce qui se manifeste à la conscience onirique, il n'y a rien d'autre. Ouais. Et donc, oui, oui. Pardon. D'accord, mais ça c'est valable quand il n'y a pas, on va dire, interaction entre deux êtres. Par Oui. contre, je reçois une claque, je ne peux pas dire que c'est géré par mon esprit. Alors, quand on est en rêve, quand on rêve qu'on reçoit une claque, Oui, on peut avoir mal. On peut, exactement, on peut même ressentir de la souffrance physique en rêve. Hein. On peut, alors bien sûr, le rêve, c'est, comme on l'a dit, c'est une analogie, c'est un exemple. Hein. C'est pas, ils disent pas qu'on est vraiment en train de rêver, etc. Mais ils prennent une certaine similarité qu'il y a entre le rêve et ce qui se passe dans la réalité. Comme quoi, il y a juste une apparence qui se manifeste à l'esprit. Et c'est vrai que quand on rêve, on croit vraiment à ce qui nous arrive en rêve. On y croit à fond, non? Sauf des gens qui font des rêves lucides, et dans ce cas-là, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec leurs rêves, fabriquer un rêve, euh, et se rendre compte que c'est leur esprit qui fabrique le rêve. Dans ce cas-là, là, c'est vraiment spécial. Mais la plupart du temps, quand on est en train de rêver, on s'en rend pas compte. Alors, il y a des scientifiques qui se sont penchés sur la question, surtout une scientifique, je ne sais plus de quelle nationalité elle est, mais depuis toute petite, elle faisait des rêves lucides. Elle avait un truc, en fait, qui lui permettait de savoir, je crois qu'elle essayait de respirer sous l'eau, quelque chose comme ça. Si elle savait qu'elle pouvait respirer sous l'eau, elle se rendait compte qu'elle était en train de rêver, etc. Donc, elle a essayé d'étudier le rêve lucide avec les électroencéphalogrammes, etc. Donc, au début, on lui a rayonné, forcément, hein, les scientifiques, au début, on dit pas.
le rêve lucide, etc. Et progressivement, elle a réussi à faire en sorte que le cerveau soit étudié pendant le rêve lucide. Et donc, les Chittamatras, ils essaient de faire ça. Ils essaient de se réveiller du rêve du samsara en pratiquant un rêve lucide comment dire, non conventionnel. Hein, ils essaient de se rendre compte que tout ce qui apparaît à leur esprit, c'est leur esprit qui le fabrique, en fait. Et donc, pour se décrisper par rapport à toutes nos réactions émotionnelles qu'on peut avoir quand il nous arrive des trucs, etc., jusqu'à ce que l'apparence même du rêve finisse par cesser. Comme un Bouddha qui se réveille du sommeil de l'ignorance. Il n'y a plus du tout la manifestation samsarique qui apparaît à sa conscience. Il appréhende le samsara des êtres au travers de l'esprit des êtres. Mais pour lui, il n'y a plus cette apparence samsarique. Mais ce n'est pas une vue simple, hein, ce n'est pas vraiment une vue simple, hein, cette vue du Chittamatra. Par exemple, je prends une photo de toi. Ok. Je la montre à tout le monde ici. Tout le monde te reconnaît. Oui. C'est mon esprit qui a créé cette apparence, d'après les Chittamatras. Ton esprit est l'esprit de ceux On a tous créé la même apparence. Pourquoi? C'est quand même bizarre, cette histoire. Oui. Alors, il y a une apparence qui va être commune, mais chacun va avoir un ressenti différent. Oui, oui, tout à fait. Mais je parle de l'apparence, je parle de la forme visuelle. Boum. Oui. C'est quand même bizarre, quoi. Oui. Oui, c'est des graines communes. Oui. Oui. Une graine commune. Enfin, ça paraît bizarre. Tout le monde reconnaît Macron, par exemple, sur les photos. Je veux dire, les graines communes, on n'en a pas. C'est des graines communes. C'est Villemorin. C'est quand même très curieux, quoi. Parce que si en plus, si on disait qu'il n'y a pas d'autres êtres sensibles, mais là, les êtres sensibles, je ne parle pas des objets, parlons des êtres sensibles, tu les prends en photo, les êtres sensibles qui sont connus internationalement, la totalité de la planète les reconnaît. C'est quand même curieux. On partage des graines avec Oui, oui. juste sur les êtres sensibles. Oui, oui, on partage des graines avec tout le monde. Il n'y a pas de début au samsara. Donc, on a tous rencontré tout le monde au cours d'innombrables existences. Et Même moment, on reconnaît la même. Enfin, moi, je trouve bizarre leur théorie. Moi, j'arrive pas à me la représenter. oui, oui. Ça ne va pas au-delà, par exemple, si on me montre, par exemple, une photo de Macron, par exemple, ou de Christophe, il y a aussi mon vécu. Oui. Je Oui, vais le recevoir d'une façon différente. Macron, peut-être tu le recevras d'une façon et moi d'une autre. tout Oui. à fait. Donc, Mais ça fausse l'image quelque part à ce niveau-là. Oui, 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 non, mais moi je ne dis pas je reconnais la personnalité ou la personne, mais je reconnais visuellement la forme visuelle, elle est la même, c'est-à-dire que tout le monde va la reconnaître. Non, pas tout le monde, parce que si tu le montres à des Chinois ou à des Inuits, ils ne vont pas reconnaître Macron. Tu montres Macron à des Chinois, ils le connaissent, enfin bon, dans la population. Pas en Amazonie ou vers les Inuits, et puis tu verras s'ils reconnaissent Macron. Ou bien même tu peux aller dans en Suisse, peut-être dans certains quartiers, ils ne reconnaîtront peut-être pas Macron. Nous, notre réalité, on croit qu'elle est universelle, mais elle ne l'est absolument pas. Et aussi, même l'angle de vue, si on montre une photo à plusieurs personnes, ils ne verront pas exactement la même photo parce qu'ils auront un angle de vue différent. Ouais. Ouais. Donc, c'est vrai que il y a les souvenirs qu'on a des choses, des mêmes situations. Les gens qui ont observé un même événement vont avoir Oui, 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 ça oui. Mais on parlait de la forme visuelle. Si je prends une photo d'un chat, tout le monde va reconnaître, à moins les gens qui n'ont jamais vu de chat, ils vont reconnaître un chat. Donc, cette forme visuelle, elle est commune. Elle est commune. Exactement. Il faut qu'ils acceptent des graines communes parce que sinon, chacun vivrait dans son univers sans aucun contact avec qui que ce soit d'autre, en fait. Comme Alors, les gens. chacun, c'est que de l'esprit. Oui, parce que sinon, ce serait comme le rêve, le vrai rêve. Quand on est tous en train de dormir et qu'on est en train de rêver, chacun est dans son rêve et il n'y a aucun partage, aucune. Mais bien souvent, disons, moi je trouve que cette vision, elle est super importante parce que bien souvent, on croit que l'autre, il nous traite d'imbéciles parce qu'on croit qu'il nous traite d'imbéciles et puis c'est pas vrai du tout, disons.
Moi, cette vision, je l'utilise, disons, pour justement les rapports avec les autres, pour se comprendre. Il faut se débarrasser petit à petit, miette par miette, de cet ego qui croit que tout le monde croit la même chose. Ouais. C'est ça qui est important, je trouve, pour moi. Oui, très utile, oui. Oui, Ouais. Je pense que je n'ai pas très bien compris par rapport à ce qu'a dit, c'est Dominique, c'est ça? Oui. Oui, par rapport au Shitamatra, visiblement, la façon dont on voit les choses, parce que, j'ai cru comprendre, mais visiblement, peut-être pas vu ce qu'a dit Dominique, parce que du coup, pourquoi on ne pourrait pas voir les mêmes choses en fait? Parce que donc je sais pas, il y a quelque chose que j'ai peut-être pas compris au niveau des Shitamata, de la façon dont ils voient les choses. J'ai bien compris que c'est comme si on était dans un rêve, mais du coup, pourquoi on ne pourrait pas voir les mêmes choses? Parce que, puisque c'est ta propre conscience qui crée l'apparence de l'objet. Hein? Donc, on aurait tous des points communs dans cette conscience. Alors, ta propre conscience, crée l'objet, mais il y a d'autres consciences. C'est-à-dire que chaque être sensible a sa conscience. OK? Il se trouve qu'au niveau des humains, chaque être sensible a sa conscience, mais c'est pas comme dans le rêve où c'est une conscience individuelle pour tout, puisque quand tu n'es pas dans le rêve, tu as une conscience commune, puisque tu vois, je dis pas la même chose, mais tu reconnais l'objet. Si je montre un truc ici, et demain je vous le montre, vous allez le reconnaître. Donc ça veut dire que vous l'avez identifié. Maintenant, je ne sais pas si tu le vois de la même façon que moi, mais tu l'as identifié. Il y a une identification commune de forme visuelle, par exemple. Oui. Après, je ne suis pas dans la tête de chacun, je ne sais pas comment chacun le voit, mais n'empêche que chacun le reconnaît pour être ce qui lui a été montré. Tout à fait. Tout à fait. Oui, il y a des caractéristiques. Voilà, c'est ce qui permet le langage, c'est ce qui permet des langues communes, c'est ce qui Ça permet... permet de faire croire qu'on communique, quoi. Hein. Oui, voilà, c'est parce qu'il y a des communications. Hein. Le fait que, en effet, il y a des formes communes, il y a un monde commun, le fait qu'on puisse être chez les êtres humains, etc. On a peut-être des milliards de graines d'animaux ou d'autres types d'êtres qui attendent pour germer. Le jour où on aura ces graines qui vont germer, ben, on pourra communiquer avec d'autres personnes dont les mêmes graines vont germer. Mm. C'est juste ça, en fait, c'est qu'ils se ressemblent, ça semble d'une certaine manière. Mais qu'est-ce qui empêcherait les Shitamatra d'avoir un rêve commun? Parce que je reprends un peu ce que Stache a dit. Pourquoi on ne pourrait pas être tous, enfin tous, une partie d'une population dans le même rêve? Oui, ça, pourquoi pas. On ferait une rêve partie, ce serait génial. C'est un petit peu leur... même s'ils ne le prennent pas au sens littéral, ils ne disent pas qu'on est en train de rêver, mais ils utilisent cet exemple pour montrer comment est-ce que des graines communes peuvent germer et d'autres totalement individuelles, hein, comme la façon, l'angle de vue, la perception, et même parfois même l'identification, hein, dans un même monde humain. Les gens ne vont pas du tout identifier la langue française ou pas du tout identifier même un chat, pourquoi pas, hein, dans certaines contrées reculées, etc., pourquoi pas. Mais il y a un petit peu de tout ça. Il y a des graines communes et des graines plus individuelles. Oui, mais enfin, celui qui n'a jamais vu de chat, tu lui montres un chat, le lendemain, il reconnaît le chat. Ah oui, oui, tout à fait, exactement. Mais ça, c'est le facteur mental d'identification. Et ça, les Pas une Chitamatra, graine, même. Tu lui plantes pas une graine à ce moment-là. Je veux dire, Oui, mais parce qu'il y a des traits distinctifs fonctionnels qui font qu'on reconnaît des formes oui, des objets. C'est des traits distinctifs fonctionnels. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment, on dit oui, ça c'est telle voyelle, et puis ça change, ça devient une autre voyelle parce que le mot peut changer. Et c'est pareil pour les images. et une fois que la photo du chat n'est plus vue, comment dire, ce truc manifeste de la photo se transforme sous forme de graine. Exactement comme les afflictions. Quand on est en colère, ok, la colère passe. Où va la colère? Est-ce qu'elle cesse pour toujours? Ce serait génial. en même Elle ne temps, cesse pas, en fait, elle est sous forme de potentiel, de graine dans notre esprit.
Bah, pour la photo du chat, c'est pareil. Pourquoi est-ce qu'on le reconnaît? Parce qu'il y a une graine de similarité. Une graine. Et la photo du chat dans les chitamatras, elle n'est pas extérieure à ta conscience. C'est-à-dire, quand je dis je montre une photo du chat, Oui. les autres, ils n'ont pas cette photo extérieure à leur conscience, c'est-à-dire que dans leur système. Donc, c'est incompréhensible. Dans leur système, dans leur continuum de conscience, ce sont des graines qui font que tu leur montres cette photo. Ce sont des graines qui germent qui font que tu leur montres cette photo. OK. En fait, en effet, toi, tu peux avoir la décision, prendre la décision de montrer telle ou telle photo, mais pour les psychiatres, ils vont dire que le fait que des personnes à l'extérieur de toi, parce qu'il faut qu'il y ait des personnes à l'extérieur de nous, perçoivent la photo au moment où tu leur montres, eh ben, c'est des graines qui germent à ce moment-là dans leur esprit, tout simplement. Et dans le mien aussi, hein, parce que Ah oui, bien je sûr. ne montre rien à personne. Hein. C'est Exactement. impressionnant, quoi. C'est Exactement. impressionnant, ce truc. Ouais, ouais. Mais je rejoins Dominique, hein, c'est un peu compliqué pour ma tête. Non, c'est très compliqué, ce système, vraiment. Moi, je trouve que c'est... Oui. Ça paraît simple, comme ça, on dit c'est comme dans un rêve. OK, mais Mhm. c'est possible, quoi. Puis, en plus, dans un rêve, tu prends une baffe, tu n'as pas la joue gonflée quand tu te réveilles. Dans la réalité, tu prends une baffe, tu as la joue gonflée, quoi. Oui, exactement. Donc, tu ne peux pas faire une identité de la chose. Non, non, c'est pas. On dit pas. Non, non, Les psychiatres ne disent pas qu'on est en train de rêver. Hein. Oui, mais c'est parce qu'ils utilisent aussi un processus presque statistique, c'est-à-dire que dans un rêve, c'est individuel, tandis qu'un truc réel, plusieurs personnes peuvent le constater. Alors on dit, puisque plusieurs le constatent, c'est plus vrai. C'est comme dans le surréalisme, quoi. Il y a des degrés de réalité, c'est bizarre. Mhm. Ouais, ouais. Tout à fait. Donc c'est vrai que c'est une vue qui est un peu complexe et c'est celle à laquelle s'attaque Shantideva. Donc c'est pour ça que c'est important qu'on en parle avant d'entrer dans le texte parce que Mhm. c'est très important de voir que cette école-là, en fait, le Bouddha, à l'origine, a simplement dit, en effet, dans le troisième tour, le troisième cycle de l'enseignement du Bouddha, il y a certains sutras, certains enseignements où il, il donne l'impression qu'en effet, il n'y a pas de monde extérieur à la conscience, que c'est un peu comme dans un rêve commun, etc., comme une hallucination commune, etc. C'est un peu comme ça. Et il dit dans certains sutras, je crois que c'est dans le Dashabhumika Sutra, il dit la diversité des mondes, ou les trois mondes, les trois sphères du samsara ne sont qu'esprit. Et donc, bien sûr, les Chittamatras vont le prendre au sens littéral. Les Madhyamika vont dire, bon, c'est parce que sans esprit, il n'y a pas d'objet, donc il y a nécessairement besoin d'un sujet pour qu'il y ait un objet. Mais les Chittamatras le prennent au sens littéral. Ne sont qu'esprit, ça veut dire qu'il n'y a rien en dehors de la conscience. Ça veut dire que c'est intersubjectif. On est tous en train Oui. d'appréhender des choses qui sont appréhendées par d'autres, etc., ou pas, même parfois. Et justement, parce qu'ils disent que il y a ces deux relations possibles, en fait. Il y a deux relations possibles entre les phénomènes. Soit c'est une relation causale, et donc si c'est une relation causale, la cause doit exister avant son effet. Soit c'est une relation de même entité. Et là, les deux peuvent coexister. Donc il n'y a que ces deux relations possibles, en fait, entre deux phénomènes. Donc les Chittamatras vont dire puisqu'il n'y a pas de table physique constituée de particules atomiques, etc., à l'extérieur de la conscience, cette table ne peut pas être la cause de la conscience visuelle. Ouais, elle ne peut pas exister avant la conscience visuelle. Parce que pour être une cause, il faut que ça existe avant. Ouais. Donc si on prend le point de vue des écoles plus basiques ou du Prasangika, l'école de Shantideva, la table est bien la cause de la perception visuelle de la table. Ouais. Ça veut dire qu'un moment de table va être une cause d'un moment de conscience visuelle de cette table. Ouais, vous êtes d'accord? Oui, oui. Ouais, ça c'est assez simple. Ouais. Très bien. Donc on pourrait dire, par exemple, ou même on prend un dessin animé ou un film sur un écran, etc., avec les images qui se suivent les unes les autres. Chaque image va être la cause d'une perception visuelle de l'image. Ouais. Sinon, il n'y aurait pas de perception du film, etc. Ouais. Très bien. Et donc, quand la conscience visuelle arrive, l'image est déjà partie. Ouais, parce que ça va trop vite, en fait. Hein, ça va déjà trop vite. Donc, ça veut dire qu'une image engendre un aspect à la conscience. Quand la conscience appréhende quelque chose, cette image a déjà laissé place à une autre image, ouais, qui va, elle, à son tour, engendrer une autre conscience qui va, etc., etc. Ouais, ça vous parle?
Oui, C'est ça vraiment c'est mécanique, c'est vraiment de la mécanique. Très bien. Et donc ça, c'est une relation causale. Et une relation causale implique nécessairement que la cause existe avant la conscience. Et donc les Chittanathras disent, oui, mais les images du film, c'est pas de la matière, c'est pas atomiquement constitué, puisque si on prend les atomes des écoles plus basiques, bah, ça n'existe tout simplement pas. Il n'y a pas d'atomes avec des dimensions spatiales qui valent 0. Parce que sinon, on en rajoute les unes aux autres et ça donne toujours 0. Ils disent qu'il n'y a tout simplement pas de table qui serait la cause de la conscience visuelle. Ouais. Mais comme on perçoit bien des tables, ça vous êtes d'accord, on perçoit des tables, et ben, ils vont dire que la table, l'objet qui est la table et la conscience qui est le sujet qui apprend cette table apparaissent en même temps. Comme un rêve. Quand on rêve d'une table, l'apparence de la table et la conscience qui rêve de la table apparaissent en même temps. Ouais. On ne peut pas avoir une conscience qui rêve de la table, avant l'apparence de la table, c'est pas possible. Ouais. Ouais, ça vous parle? Ouais, c'est vrai. Ah, c'est pas possible. Il faut nécessairement que la conscience qui rêve de la table et l'apparence de la table naissent en même temps, demeurent en même temps et s'estompent en même temps. Ouais. Ouais. Et après, on va rêver d'autres choses. Et donc, la conscience qui rêve d'autres choses, qui rêve d'une chaise. Super, les rêves. Le rêve de fabricant de meubles. Oui, mais du coup, Bon. mais du coup, il y a des choses qui marcheraient pas parce que ça, je comprends, mais en fait, quand on va, je sais pas moi, en mathématiques ou je ne sais pas, n'importe, on, il y a, je sais pas, on va dire 1 + 1 = 2, je sais pas, on va envoyer une fusée dans l'espace, on a fait une étude mathématique pour l'orbite et tout ça, du coup, normalement, si tout se passe bien, s'il n'y a pas un facteur extérieur qui change, la fusée va arriver en orbite là où c'était marqué que ça, enfin voilà, là où ça a été calculé. Du coup, là, en fait, on a prévu quelque chose et alors on a fait en sorte que ça arrive. Mais si ça n'arrive pas, ça veut dire qu'il y a une cause extérieure, il y a quelque chose. Du coup, parce que sinon, ça voudrait dire que tout ce qu'on fait marcherait. Or, ça ne marche pas toujours. Parce que si on regarde ce que dit les Chittamatras, ça veut dire que finalement, je ne sais pas, on va opérer quelqu'un pour le sauver et il va mourir. Ben, pourtant, nous, ce qu'on voulait faire, c'est le sauver et on a fait tout ce qu'il fallait, mais il y a quelque chose qui n'a pas marché. Bon, peu importe, on ne sait pas. Du coup, ben, ça ne marche pas toujours. Donc, du coup, ça voudrait dire que si on fait les choses, si ça apparaît en même temps, ça voudrait dire qu'on a dit dans notre tête que ça va pas marcher et donc ça va pas marcher. Enfin, je sais pas. C'est quand même curieux cette histoire. C'est très très compliqué à réaliser. Ok. Bah oui. Et moi, plus j'y réfléchis, Oui. moi, Ouais. Il y a un point que je trouve bizarre aussi, parce que à l'époque de ces penseurs, évidemment, le monde était assez statique, il n'y avait pas beaucoup de découvertes nouvelles. Donc, on pouvait dire, on a tous des graines, etc. Bon, actuellement, on a des découvertes toujours nouvelles. Par exemple, pour Eustache, il y a une fraise dernier cri qui sort, ou alors des fusées dernier cri. On peut dire qu'avec les graines, on peut inventer des choses nouvelles, ça c'est vrai. Mais ça, c'est un petit peu comme si, alors, il y aurait des graines du futur. Alors, c'est possible que, ultimement, le temps ne soit pas, il n'y ait pas le passé, le présent, le futur, que ça soit un peu dans n'importe quel ordre, c'est possible aussi. Parce que c'est bizarre, toutes ces découvertes. Alors, évidemment, si on considère que le monde est cyclique, que la création est cyclique, ça peut-être qu'il y a eu des fusées dans d'autres kalpas, ça c'est possible. Mais c'est un peu curieux, ça. Ouais. Oui, puis ça n'explique pas ce que dit Eustache, parce que même en admettant qu'il y ait eu des fusées dans d'autres kalpas, si tu calcules exactement la trajectoire de la fusée et qu'elle se casse la gueule, il y a un truc Voilà, qui est venu de l'extérieur. Mais si c'est un monde causal, c'est difficile. Si c'est un monde acausal, c'est possible, parce que là, il y a le temps, il n'y a pas de futur ou de présent ou de passé. Oui. Et les Chittamatrins vont dire que c'est juste que toutes les graines du succès de la fusée ne sont pas là, tout simplement. Voilà, c'est ça. Il y a des graines qui déconnent, des graines qui... Ah ouais. C'est bizarre leur truc. Ça va être leur réponse. Ça va être leur réponse.
Non, ça reste très bizarre. Ouais. Zut, c'est encore raté. Ah, mais c'est la graine qui est... Oui, exactement. Donc, ça, c'est bon dire. Puisque, puisqu'ils veulent pas accepter qu'il y ait une fusée à l'extérieur, puisqu'il n'y a pas de fusée atomiquement établie telle que les autres écoles vont affirmer les atomes, etc., etc. Alors que c'est plus simple pour les Prasangika, ils vont dire bah, vos atomes n'existent pas, il y a des phénomènes extérieurs, mais pas constitués par des atomes infinitésimaux, tout simplement, point. Je trouve que c'est beaucoup plus simple, Prasangika. C'est plus simple, et c'est plus simple, mais c'est vrai que il y a des notions chez les Chitamatra qui sont très utiles, hein, comme disait Claudine aussi, du point de vue de comment dire, de se décrisper par rapport à certaines situations, par rapport à ce que les autres font, pensent, etc. Ça peut être très utile aussi, ça peut être vraiment très utile. Et c'est une vue qui, de toute façon, malgré tout, a son utilité. Elle a été gardée par certains, comme l'abbé Shantalakshita, Acharya Kalamanashila, avec des modifications pour qu'ils aient leur vue Yogacara, soit Tantrika Madhyamika. Mais elle est très utile, mais très difficile. Très difficile. Et Shantideva la connaissait très bien, puisqu'il peut la réfuter. Mais si on ne comprend pas un point de vue, comment le réfuter? C'est très difficile. Et donc, il emploie des débats, il emploie la dialectique, et les débats, c'est fait pour écarter les vues fausses, établir la vue juste, répondre aux objections. Mais comment écarter une vue fausse tant qu'on ne l'a pas vraiment comprise? Ah oui, 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 non, moi je dis pas que je veux l'écarter, je dis que je la comprends pas. Moi, ça me plaît bien, le Chitamatra. Alors, c'est vrai que pour les choses nouvelles, la fraise dernier cri, ils vont dire que c'est des graines de type similaire qui ont été. Mais après, similaire, ça ne veut pas dire identique. C'est pas tout ce qu'on vit là n'a pas nécessairement été vécu à l'identique, à la virgule près, à ce qu'on avait vécu par le passé. De type similaire, la similarité, ça veut dire qu'il y a. C'est pas l'identité, c'est autre Exactement. chose. Oui. Parce qu'il y a des ressemblances, mais ça ne veut pas dire que ce soit exactement la même chose. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui fait germer les graines? Quel est le déclencheur de la germination des graines? Plutôt celle-là que d'autres, plutôt ça que d'autres, ça. Qu'est-ce qui déclenche? Qu'est-ce qui déclenche ça? Est-ce qu'il y a la notion de karma qui entre en jeu? C'est un petit peu comme dans le karma. Alors là, la causalité elle-même, ce qui engendre les graines, là, je ne voudrais pas inventer un truc, mais il faudrait voir. Quand on dit dans le karma, dans la causalité karmique, qu'est-ce qui fait germer les graines, certaines graines avant d'autres? C'est leur récurrence, par exemple, la puissance des graines, par exemple. Quelqu'un qui a beaucoup aidé les gens, forcément, ces graines-là vont prendre le pas plutôt que si cette personne-là a, de manière très ponctuelle, blessé une personne ou deux, alors qu'au cours de toute sa vie ou d'innombrables existences, on n'a fait que aider les gens, forcément, ça va être les graines les plus puissantes, les plus récurrentes qui vont germer les premières. Ouais. Alors que le fait d'avoir blessé deux, trois personnes par-ci par-là, ça aura moins de poids. Donc ça germera, si ça germe, ça germera plus tard. Il y a aussi la question du support. Pourquoi certaines graines sont plus puissantes? C'est parce que ça dépend du support. Par exemple, aider ses parents, ça a plus de poids que aider une fourmi qui n'a pas été notre mère dans cette existence-là. Elle a peut-être été au cours des vies passées, mais disons que là, on a une forme de dette vis-à-vis de nos parents parce qu'ils nous ont offert ce précieux corps humain, et donc les aider à notre tour, ça engendre quelque chose de plus lourd karmiquement, du côté vertueux et aussi du côté non vertueux, etc., etc. Donc il y a des causes et conditions qui font que certaines graines sont plus nombreuses ou plus puissantes, mieux nourries, etc. Et donc ce sont elles qui germent les premières. Après, est-ce que c'est la même chose pour les graines chez les Chitamatrins? Je ne suis pas sûr. Je n'ai pas lu de texte qui expliquait exactement comment ça fonctionnait. Mais peut-être par corrélation, on pourrait dire pourquoi pas. Peut-être que c'est la répétition qui fait que certaines graines germent avant d'autres. Mais c'est vrai que si on cherche de ce point de vue-là, peut-être qu'on pourrait trouver des failles là aussi. Hein. J'essaierai de voir comment c'est expliqué dans certains textes. Je trouve que c'est une façon très matérialiste d'expliquer les choses et qu'il n'y a rien de matériel. Disons, pourquoi des parents ont un enfant qui est handicapé, pourquoi des parents ont un enfant qui est sain, etc. Il y a des choses qui sont
qu'on a à accepter telles qu'elles sont. On va pas prendre des billets pour le paradis ou des billets pour l'enfer. C'est des choses qu'on va. Par exemple, moi, je sais pas, si je fais sourire quelqu'un, dans mon corps, je me sens vachement bien. Puis c'est tout de suite, c'est pas dans 1000 ans, ou etc. Donc, je trouve qu'on a un discours, pour moi, qui est beaucoup trop matérialiste et beaucoup trop la toute-puissance humaine qui sait là, et elle sait ce qu'elle va faire. Et on n'en sait rien du tout. On est tout petit au niveau de l'univers. On est tout petit face à toutes ces énergies qui sont véhiculées. Je trouve que le voile d'Indra, je ne sais plus comment ça s'appelle, le filet d'Indra, c'est vraiment ça. On peut pas, il y a des choses qui nous échapperont quand même de toute façon. Pourquoi on est né à un endroit plutôt qu'à un autre, alors si tout d'un coup je ne sais pas si on n'a plus de jambes, par exemple, amputé de toutes les jambes. Qu'est-ce que j'ai fait, mon Dieu, pour être amputé de toutes ces jambes, de je peux pas déjà une déesse, tu sais, avec 1000 bras. mais disons, il y a de l'humilité là à avoir. C'est vrai, c'est assez anthropomorphique et mécaniste, ça c'est sûr. On peut se libérer, on peut aller plus loin. C'est ce qu'ils disent dans certains textes. Quand, par exemple, justement, Basic Programme, on étudie la roue, l'âme acérée, qui dit, voilà, s'il m'arrive ce truc-là, je n'ai pas à mettre la faute sur qui que ce soit, je dois mettre la faute sur juste mes actes maladroits issus du passé, etc. Et donc, ça permet de vivre plutôt sainement les choses. Mais Geshe Gyaltsen disait, il n'y a pas nécessairement une corrélation absolue entre la cause et l'effet. En fait, c'est juste pour se dire, voilà, j'ai certainement fait des choses, mais après savoir exactement où, quand, comment, pourquoi, etc. Ce serait peut-être l'exemple du temps du Bouddha. Il y avait quelqu'un qui s'était fait blessé par une flèche empoisonnée. Et donc, les gens accourent pour l'aider et tout. Et lui, il dit, alors attendez, du calme, je veux d'abord savoir à quelle distance a été tirée la flèche, de quel poison c'est, de quel bois est faite la flèche, etc. Quel est l'âge de la personne qui a tiré la flèche avant de me la retirer. Le Bouddha a dit, non, vous ne posez pas toutes ces questions-là, vous retirez la flèche, point. Et donc, c'est vrai que parfois, on cherche peut-être des choses, mais ici, ce point de vue-là, pourquoi est-ce qu'on cherche des choses plus à savoir comment ça fonctionne, etc. C'est parce que, en fait, si on s'arrête à la vue du Chittamatra, si on a le regard de Shantideva et qu'on s'arrête à la vue du Chittamatra, on n'atteindra pas l'éveil. On n'atteindra pas l'éveil parce qu'on ne réfute pas assez. On laisse intacte la tumeur et on s'occupe juste du pansement. On nettoie le pansement au-dessus. Et c'est tout. Et donc, c'est pourquoi il faut savoir quelle est cette vue. Pourquoi est-ce que cette vue est si importante, mais pourquoi est-ce que cette vue manque son objectif qui est de nous permettre d'atteindre l'éveil. Donc, c'est pourquoi il faut essayer de voir de quoi ça parle, etc. Mais bien sûr, c'est très difficile de connaître dans les moindres détails. C'est ce que disait l'abbé de Nalanda il n'y a pas longtemps quand il a commenté sur le Vipassana, où il a dit que aucun geshe, aucun docteur en philosophie ne connaît toutes ces écoles philosophiques point par point, dans les moindres détails. C'est très, très difficile parce que ça foisonne de points de vue, etc. Donc, c'est pas évident. Mais au moins, les choses les plus élémentaires, les plus essentielles, c'est peut-être ça qui pourrait nous intéresser, de voir comment est-ce qu'on peut avoir ce regard Chittamatra pour se dessaisir par rapport à une certaine crispation de la réalité et tout. Et aussi d'essayer de voir qu'est-ce qui peut être remis en question chez eux, pour arriver ensuite au point de vue ultime, on pourrait dire. Ouais. Très bien. Donc, en fait, c'est ça que disent les Chittamatra. Ils disent qu'ils vont affirmer à Shantideva, ils vont dire, pour vous, les Madhyamika, les phénomènes sont illusoires, etc. Mais eux, ils vont peut-être accepter une certaine illusion des phénomènes, parce que les phénomènes donnent l'impression d'exister à l'extérieur. Mais ils n'existent pas à l'extérieur, ils sont une même entité avec l'esprit. Et donc, les Chittamatra vont dire, oui, bon, si les tables extérieures sont illusoires, d'accord, à la rigueur, mais l'esprit, lui, n'est pas illusoire. Pour eux, ils vont se raccrocher à l'esprit.
Ça va être la source de la réalité. On s'appuie sur l'esprit. Alors que les écoles plus basiques s'accrochaient à ces particules infinitésimales ou ces moments infinitésimaux de conscience, etc., comme étant la racine de l'existence. Et les Chittamatra, pour eux, c'est l'esprit. C'est l'esprit. L'esprit, on ne peut pas y toucher. L'esprit existe véritablement, il existe de manière pure et dure, etc., comme cette statue de Bouddha en granit. Il est intouchable. Et Shantideva, forcément, avec la vue du Prasangika, une vue dévastatrice. Rien ne peut résister, aucune existence absolue, intrinsèque ne peut résister à cette vue. Mais ils vont avoir du mal à l'accepter, les Chittamatra. Donc, si vous voulez, est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ces points de vue-là, des choses qui vous semblent un peu floues, un peu flottantes? Un peu. Arrêtez. Ou beaucoup. Ça baigne, ça flotte pas, ça baigne. C'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent être acceptées du point de vue Prasangika, dans le sens, en effet, tout dépend de l'esprit, tout dépend de la conscience, tout dépend de la façon dont on voit les choses. Si on a un verre où il y a de l'eau jusqu'à la moitié, qui pourra dire que du côté du verre, il y a un verre à moitié plein ou un verre à moitié vide? Qui pourrait le dire? Non, mais d'accord, ça oui. Donc les Prasangika vont dire oui, du côté du verre, il n'y a pas de verre à moitié plein, à moitié vide. Ça dépend, est-ce qu'on est bien luné ou pas? Est-ce qu'on s'est levé du pied gauche ou pas? Si on est plutôt optimiste, on va le voir à moitié plein. Si on est plutôt optimiste, on va le voir à moitié vide. Mais de son côté commun, est-ce qu'il pourrait être l'un ou l'autre? C'est impossible. Les Chittamatra vont dire regardez, vu qu'il n'y a pas de verre à moitié vide ni de verre à moitié plein, c'est parce que tout simplement, il n'y a pas de verre à l'extérieur de notre esprit. Donc c'est très similaire de ce point de vue-là. Vous pourrez être d'accord? Oui, c'est stage. Non, je vais enfoncer des portes peut-être déjà ouvertes, comme on dit, mais moi, dans ma tête, je me dis, parce que quand je suis entré dans le bouddhisme, c'était au début, c'était une réflexion que j'avais personnelle sur le monde ou comment je voyais les choses, mais je pense que beaucoup de gens, en fait, essaient de. Normalement, le but, c'est de souffrir moins, quel que soit le type de souffrance. Bien sûr, on ne parle pas de la souffrance physique et tout ça, enfin, que de la souffrance physique. Mais en fait, moi, je me dis finalement, le but, parce que certes, on discute de tout ça, mais moi, je vois deux choses, en fait. Je me dis finalement, l'esprit, que ce soit Chittamatra ou Prasangika, en fait, l'esprit en soi, on sait toujours pas, enfin, je sais pas, moi, je vois pas trop ce que c'est. Je prends un truc, je prends une fleur, je sais pas, moi, une fleur qui pousse. On la coupe, je la mets dans un vase. Elle continue de pousser, en tout cas, la fleur. Après, je sais pas si la fleur s'ouvre parce que c'est physiquement l'eau rentre et puis elle s'ouvre. Mais du coup, ça peut être bête, mais je veux dire, les cellules, elles vivent. Alors, qu'est-ce qui les font vivre? Et alors, c'est pour ça que moi, je mets deux côtés. Enfin, moi, je divise ça en deux parce que finalement, je me dis, euh, je comprends mieux le côté Prasangika qui dit les vérités conventionnelles, les vérités ultimes, parce que du coup, finalement, nous, ça nous permet de voir les choses avec un peu plus de discernement et de souffrir beaucoup moins. Et une fois qu'on arrive à ça, je pense que peut-être on peut réfléchir à aller plus loin. Mais si les gens n'arrivent pas sur ce côté basique je sais pas, moi, l'autre m'a coupé la route, je lui en veux énormément, et après on peut se dire, peut-être il m'a pas vu, peut-être il m'a vu, d'ailleurs il a fait exprès, mais à la rigueur, ça change rien. Si moi je pense qu'il m'a pas vu, finalement, est-ce que ça change quelque chose? Il m'a quand même coupé la route. Bon, voilà, après, que je le prenne mal ou bien, ça changera rien, en fait, il m'a quand même coupé la route. Bon, après, si je veux peut-être pas mourir demain avec une crise cardiaque, et je veux continuer à vivre pour apprendre plus de choses, je peux prendre les choses avec, avec une façon en disant, voilà, le but c'est de moins souffrir et de faire en sorte d'aider les autres. Et après, peut-être réfléchir de façon plus profonde, si tu veux, sur les choses. Mais il est vrai que là, on rentre, alors avec les Chittamatra, c'est vrai que moi, et-
Une fois, je m'étais même dit, peut-être qu'on est en train tous de vivre un rêve et le jour où on meurt, c'est qu'on se réveille ailleurs. Je me suis même dit ça une fois. C'est ça, pourquoi pas pour les On meurt et en fait, c'est une autre personne qui va se réveiller dans un autre monde et en fait, voilà, on est en fait en train de vivre le rêve de quelqu'un d'autre. Oui, oui. Pourquoi pas? Donc, pourquoi pas? Parce que de toute façon, on n'a pas la preuve. Parce que quand on vit un rêve, on est dans notre rêve. Finalement, on a mal. Des choses qui sont abracadabrantesques, on a l'impression que c'est quand on se réveille, on dit, mais c'est fou, de toute façon, ça peut pas être vrai. Et pourtant, quand on le vit dans notre rêve, ça a l'air normal. Oui, et puis Donc, voilà. ça veut peut-être dire que tu as ta carte de club Chitamatra. Mais quoi qu'il en soit, qu'on ait une vue du Chitamatra ou une vue Prasangika, etc., en effet, le but est le même. L'enseignement du Bouddha est entièrement tourné vers la libération de la souffrance, vers un état de bonheur maximum. C'est ça qu'on se propose et qu'on propose aux autres. Sinon, l'enseignement du Bouddha devient totalement obsolète, en fait. Si c'était uniquement des souffrances grossières, physiques, etc., en fait, il y a déjà le traitement de la douleur qui a un niveau, qui obtient un niveau très très bon, d'après ce que j'ai entendu dire. Il y a des colloques sur le traitement de la douleur, etc. Il y a de très bons psys, etc., sur la douleur morale. Donc, si les souffrances auxquelles s'attaque le Bouddha dans les 4 nobles vérités s'arrêtaient aux sensations douloureuses, ça irait pas très loin. Mais en effet, l'enseignement du Bouddha est entièrement tourné vers comment est-ce que je peux m'octroyer un maximum de bonheur. Parce que c'est ça, l'amour qu'on se donne à soi-même, la compassion qu'on se donne à soi-même, comment on est censé la donner aux autres. C'est notre ordre du jour, c'est ce que dit le vénérable Geshe Damdul. À notre ordre du jour, la première chose la plus importante, mais comme n'importe quel être conscient, quel qu'il soit, c'est Ah. Hello. Il est beau, Christophe. Ah oui, il est en absorption méditative. Il est super beau, là. C'est vrai. Il est en absorption méditative. Ça y est, il est passé. Oui, il a réussi. Ouais. Ah, il est pas dans Et on a tous la même graine qui germe. Hein. non-dualité, là. Il est en non-dualité, c'est sûr. Mais là, on a tous la même graine qui germe. C'est ça. D'accord. Cet après-midi, il disait que là-bas au monastère, le problème de l'informatique, c'était un problème lourd et qu'ils avaient cherché quelqu'un pendant longtemps. Ils avaient enfin trouvé quelqu'un qui travaillait là-dessus pour tout le monde, quoi. Exactement. Ça a coupé où? Alors, Mais tu étais en absorption méditative, là, c'est sûr. Tu avais une face vraiment merveilleuse. C'était très beau. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je sais pas, j'ai regardé ce que tu étais beau. Tu étais en extase. Ah oui, voilà, c'est ça. Comment se donner un maximum de bonheur et comment se donner un maximum de bonheur de manière sage et intelligente. Pas simplement noyer son chagrin dans les drogues, etc., mais essayer de voir les choses sur le long terme de manière sage et intelligente. Et donc, c'est ça, en fait, l'enseignement du Bouddha ne tourne que là-dessus. Donc, quelle que soit la vue qu'on ait, après les vues elles sont censées aider à ça, qu'on ait une vue du Chitamatra ou Prasangika. Si on arrive à gérer les situations, à entraîner notre esprit suffisamment pour trouver le bonheur qui ne demande qu'à s'épanouir du sein de notre esprit, à ce moment-là, on a déjà tout gagné. Ça veut dire que c'est ce que dit Mathieu Ricard. Il dit que le but ultime, l'état d'éveil, c'est la félicité par excellence, c'est le bonheur par excellence. Il dit c'est tout à fait normal que quand on s'approche de cette destination, donc ça veut dire que quand on est encore en train de s'entraîner, on ait une pâle imitation de ce bonheur au quotidien. On doit justement essayer c'est vraiment la racine même des 4 nobles vérités. C'est comment reconnaître les souffrances pour ce qu'elles sont, pour faire un diagnostic et s'en débarrasser pour toujours, nous-mêmes et les autres. Donc c'est exactement ça, en effet, tu as tout à fait raison. Et après, les vues doivent en effet être une aide pour ça. C'est ce qui... on peut dire que le reste, l'altruisme, l'éthique, la patience, etc., sont des voies qui mûrissent et que la sagesse, la vue de la réalité, c'est une voie qui libère. Ouais. C'est là où on peut voir en effet qu'il y a nécessairement besoin d'avoir ces vues-là, parce que
sans réaliser la réalité telle qu'elle est, c'est impossible d'obtenir le bonheur ultime. Ouais. Je crois que Claudine, tu voulais dire quelque chose aussi. Oui, enfin, c'était quelque chose de tout différent. Disons, c'était Eustache parlait de la fleur qu'il avait coupée, qui continuait à vivre. Mais en fait, quand est-ce qu'elle meurt, la fleur? Jamais. Parce qu'après la fleur, on la met dans le compost normalement, et puis elle va tout le temps se transformer. Il n'y a pas de mort, en fait. C'était ça que je voulais dire. Oui, 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 tout Il y à fait. a, il y a Tish Nathan qui a fait une vidéo justement là-dessus sur la mort, où il commence par parler de l'enfant de 5 ans qu'il a pu être et qui disait où est cet enfant, et à un moment donné il dit cet enfant il existe encore, où est cet enfant il est mort, et je trouve que la vidéo explique très bien justement cette notion de la continuité, de la mort, de la transformation, quoi, de l'impermanence. Oui, c'est très important parce que ça permet de voir, à un moment donné, sa santé en parle dans la suite du livre, euh, la continuité du moi. Donc ça, c'est vraiment très important, c'est ce qui permet de clarifier beaucoup de choses. Parce que si on s'identifie à nos agrégats actuels, bah, ils sont déjà en train de cesser, ils sont déjà en train de passer. Donc, telle personne prononcerait le début d'une phrase et telle autre prononcerait la fin d'une phrase. Telle personne bosserait pendant un mois, telle autre personne récolterait le salaire, etc., etc. Donc, en effet, il y a cette notion du continuum qui est très importante, de voir que rien ne naît ni ne meurt vraiment en réalité. Ouais, donc ça, c'est vraiment très important. Donc voilà, et puis cette progression, bien sûr, comme on l'a dit, cette progression sur les terres et les voies, etc. D'ailleurs, oui, désolé pour les lapsus la dernière fois, hein, j'ai deux coups sur coup. Hein, donc quand on parlait du voile affectif, des 10 boumis et pas des 8 boumis, etc. Mais bon, voilà, ça a été corrigé entre-temps et vous avez tout à fait remarqué les erreurs. C'était pour savoir si vous suiviez. En fait. Donc, est-ce que vous avez encore un peu de temps? Ah bon, Oui. Vous avez encore un peu de temps? Ok, super. Très bien. Donc, par rapport à ces questions-là, justement, sur le Chitamatra, donc d'essayer de voir que on n'est pas obligé d'insister beaucoup sur cette partie du chapitre. On peut passer sur le reste. Pourquoi pas? Cette partie-là est plutôt importante pour les gens qui ont étudié les écoles philosophiques, etc., de manière vraiment un peu, comment dire, soutenu, j'aurais tendance à dire, mais normalement, ça devrait aller, même si on le lit, nous, entre nous, à partir de ce soir et jusqu'à dimanche prochain, etc. Ça vous dit, ouais, on essaie de voir un petit peu ce que ça dit? Ouais? Ok. Très bien. Donc, c'est, voilà, les vues de l'esprit seul, le monde extérieur. Donc ça me dit, nous abordons maintenant la partie du texte consacrée à la réfutation par les Madhyamika des vues de l'école de l'esprit seul, ou Chittamatra, qui expose sa thèse sous forme de questions. Donc là, c'est bien parce qu'ils mettent entre parenthèses qui parle, parce que dans le texte brut de Shantideva, on ne sait pas vraiment qui parle, qui répond, etc. Très bien, donc si l'esprit illusoire n'existe pas, qui donc perçoit l'illusion? Donc eux, ils veulent vraiment s'agripper à l'esprit doit exister de manière pure et dure, il ne peut pas être illusoire pour eux. En d'autres termes, c'est comme le disent les Madhyamika, tous les phénomènes sont comme des illusions, alors les conceptions, les perceptions et la conscience doivent également être comme des illusions. Si tel est le cas, par quoi les illusions sont-elles perçues? Donc la réfutation de cette objection de l'école de l'esprit seul s'effectue de plusieurs façons. Tout d'abord, par l'établissement de parallèles. Les 4 écoles de pensée bouddhistes se répartissent en 2 écoles du véhicule fondamental, normalement c'est dans l'ordre inverse d'ailleurs, Vaibhashika et Sutrantika, et 2 écoles du Mahayana, le Chitamatra, ou esprit seul, et le Madhyamaka, la voie médiane. Les 2 écoles mahayanistes acceptent la notion de non-soi des phénomènes, mais elles n'accordent pas la même signification à cette notion. Alors là, c'est vraiment très par degré de subtilité. Les Chittamatrins vont dire que le non-soi des phénomènes, c'est tout simplement le fait que les phénomènes n'existent pas à l'extérieur de la conscience. Ouais. Ils vont dire la non-dualité, d'une certaine manière. Il n'y a pas de dualité sujet-objet, comme quoi il y aura une séparation du sujet et de l'objet. Et ils vont ajouter quelque chose d'assez spécifique. Ils vont dire que puisqu'il n'y a pas de table à l'extérieur de la conscience,
la table n'est pas de manière inhérente la base de la désignation table. C'est un petit peu comme quand on rêve d'une table. Si on désigne cette apparence onirique de table, bah, ce n'est pas vraiment la base de cette désignation table, puisque de toute façon, c'est qu'une apparence de table, elle n'est pas vraiment là. Ouais. Donc ça, c'est juste un truc en plus. Donc pour l'école de l'esprit seul, la réalité telle qu'elle se présente à l'esprit, est caractérisée par trois natures. La nature entièrement imaginaire, la nature dépendante et la nature parfaitement établie ou la nature ultime. Ok. Donc ils vont dire ça. Ils vont dire par exemple, vous prenez un jus de fruits. Le jus de fruits, c'est une nature dépendante parce qu'il dépend de causes et de conditions. Ouais, donc c'est une nature dépendante. Tout ce qui est impermanent chez les tutamatrins, c'est une nature dépendante parce que ça dépend de causes. Ouais, ça c'est assez simple. Et ce jus de fruits, il est sans sucre ajouté. Donc ce jus de fruits est sans sucre ajouté. Donc les sucres ajoutés, c'est un truc totalement imaginaire par rapport à ce jus de fruits. Ouais. Donc c'est une nature imaginaire. Et l'absence de ce sucre ajouté dans le jus de fruits, c'est sa véritable nature, c'est sa vacuité. Ouais. Ça vous parle? Ok. Donc c'est un petit peu... Alors pour Rachel, ça... Alors si par exemple on dit... on pourrait dire ça. Ok, on va dire par exemple, dans la boîte aux lettres, il n'y a pas de facture. Ok, donc l'absence de facture dans la boîte aux lettres, c'est la véritable nature de la boîte aux lettres. C'est la nature parfaitement établie de la boîte aux lettres. La boîte aux lettres elle-même, c'est une nature dépendante parce qu'elle dépend de causes et de conditions. Et l'absence de facture dans la boîte aux lettres, c'est sa véritable nature, ils vont dire. Ouais. Donc là, si on l'applique maintenant au Chittamatra, ils vont dire une nature dépendante, ça va être une table, par exemple. Une table, elle est produite parce que c'est des graines qui germent dans la conscience, qui engendrent l'apparence de table et la conscience qui appréhende la table. Donc elle est produite, donc la table est une nature dépendante, ouais, parce qu'elle dépend de causes et de conditions. Très bien. Maintenant, la nature imaginaire, ce serait que cette table existerait à l'extérieur de l'esprit. Et donc ça n'a jamais existé, cette nature imaginaire. Il y a d'autres natures imaginaires, mais celle-là, c'est la plus importante. Et donc, l'absence d'existence extérieure de la table, c'est sa vacuité, c'est sa véritable nature, sa nature parfaitement établie. Ouais. C'est-à-dire que pour les Prasangika, c'est la vacuité d'existence inhérente, la véritable nature de la table. Et pour les Chittamatrins, c'est l'absence d'existence extérieure de la table, tout simplement. Ouais. Ouais, ça vous parle? Waouh! Oui, Eustache. Ouais, j'aimerais bien parler de Mogwai dans le temple. Ah, s'il était là, je crois que j'aurais coupé la caméra, je lui ferais des gros bisous, je crois que je le boufferais. Alors, j'aimerais comprendre. Donc, du coup, le temple, ça serait la nature dépendante. Oui. Comme Mogwai aussi serait la nature dépendante si on parle c'est un chien, voilà, du chien. Maintenant, la nature parfaitement établie, ça serait le temple sans le chien. Oui, ça ce serait l'absence du chien dans le Ça temple. sera l'absence du chien dans... Voilà, ok, c'est tout. Merci. Facile. Comme quoi, Mogwai est un excellent maître de philosophie bouddhiste. Il le sera à l'avenir, j'en suis sûr. Très bien, c'est exactement ça. Ça veut dire que l'absence de dualité, l'absence d'existence extérieure, c'est ça la véritable nature, la nature ultime des Chittamatrins. Pourquoi est-ce que c'est la nature ultime? Ils disent parce que si on la réalise directement, on se réveille du sommeil, du samsara, du cauchemar, du samsara. Ouais. Comme si, voilà, c'est comme si on était en train de rêver et que le Bouddha arrive dans notre rêve et nous dit, mais ton cauchemar n'est qu'une fabrication de ton esprit. Ton cauchemar, les monstres de ton cauchemar n'ont pas d'existence à l'extérieur de ton esprit. Et là, si on réalise ça, paf, on se réveille. Et on se réveille du cauchemar, du samsara. Donc c'est un peu le même principe, ouais. Très bien, bravo, bravo. Donc c'était à peu près ce qu'il fallait dire ce soir par rapport à ces trois natures. Il y a des complexités, mais on va pas en parler ce soir. C'est déjà énorme qu'on ait évoqué cette école qui est très, très complexe, très difficile à comprendre et bien sûr difficile à réfuter, parce que
Parce que voilà, c'est comment prouver que nous ne sommes pas en train de faire un rêve commun, par exemple. Comment le prouver? Donc, il faudra ensuite, pour essayer de trouver des raisons, aller vers les points difficiles de la vue prasangika qu'on trouve dans certains textes. Par exemple, en anglais, on trouve The Unique Tenets of the Consequence Code. C'est vraiment super bien fait. Et donc, ça explique les 8 points assez difficiles, assez subtils de la vue prasangika, comment est-ce qu'ils arrivent à réfuter l'autocognition, à réfuter l'esprit qui existerait en soi, etc., etc. Mais ça nécessite pas mal d'heures de prise de tête. Donc, on ne les aura pas, ces heures de prise de tête. On a déjà ce qu'il nous faut avec ce livre-là. Et donc, dimanche prochain, on essaiera de reparler de ça et puis d'essayer de clarifier. N'hésitez surtout pas à poser des questions comme vous l'avez fait là, c'est très important. On n'est pas là à faire un marathon, on n'est pas là à essayer de terminer le livre cette année à tout prix. Donc, si on n'y arrive pas, c'est pas très grave. Au moins, on aura une notion un peu générale de ces points de vue et surtout de la vue de Shantineva, bien sûr. Ok. Merci à tous, merci encore, c'était super. Merci. C'est bon. Bonsoir. Merci. À Merci, bientôt. bonsoir. À vendredi? À vendredi, oui, ça marche. Vendredi soir? Ok. D'accord. Ciao. Bye bye. Merci. Au revoir tout le monde.